Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette journée de webconférence dédiée aux maladies rares. Je vous souhaite la bienvenue pour cette webconférence sur les maladies mitochondriales avec les docteurs Agnès Rothig et Julia Barcia, Françoise Tissot et les professeurs Arnold Munich et Jean-Paul Bonnefond. Pour poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser l'outil questions-réponses en bas de votre écran ou à lever la main et nous activerons votre micro et votre caméra et vous pourrez poser votre question en live. Très bonne conférence à tous. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, nous souhaitons remercier chaleureusement le professeur Stanislas Lyonnais, qui est, comme vous le savez, le directeur scientifique d'Imagine et qui a eu la gentillesse de nous inviter à vous parler d'une catégorie très particulière de maladies génétiques, qui sont les maladies mitochondriales. Et donc, on va commencer par se présenter. Et comme j'ai la parole, donc je me présente. Je suis Jean-Paul Bonnefond, je suis professeur de génétique à l'Université de Paris. Je suis médecin dans le service de génétique moléculaire de Necker. Je suis le responsable du centre de référence des maladies rares mitochondries et j'exerce mon activité de recherche dans l'équipe d'Agnès Rothig, qui est à ma droite. Et je lui passe la parole pour qu'elle se présente. Donc, comme vous l'avez entendu, je m'appelle Agnès Rothig, je suis chercheur et je dirige une équipe de recherche d'une bonne dizaine de personnes qui travaillent sur les maladies mitochondriales à l'Institut d'Imagine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Arnold Munich, je suis président de l'Institut Imagine et je suis depuis 25 ans votre interlocuteur pour les maladies mitochondriales. Nous avons créé le centre de référence sur les maladies mitochondriales de l'enfant à l'adulte. Et je suis très heureux de voir aujourd'hui ce bébé qui est devenu un grand et qui est maintenant entre les mains de mon collègue et ami Jean-Paul Bonnefond, qui dirige le centre de référence. Bonjour à tous, Julia Barcia, je suis médecin, généticienne, je travaille dans les laboratoires de génétique moléculaire de l'hôpital Necker, où je m'occupe des analyses génétiques réalisées chez des personnes atteintes de maladies mitochondriales. Bonjour. Donc, je vais dire un tout petit mot sur les maladies rares en général. Vous savez que ces maladies... Ah, pardon, et Françoise Tissot, j'ai la gaffe. J'ai oublié Françoise parce qu'elle n'est pas à côté de nous. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui? Très bien. Et merci de votre invitation, de la confiance que vous faites à l'association AMI. Et heureuse de vous voir, de vous entendre, de vous écouter. Et puis, je présenterai l'association et je parlerai après. Voilà. Merci aussi à Justine Brossard de son accompagnement, au directeur d'Imagine et au président, que je ne sais pas, tout le monde le connaît. Voilà, de cette invitation et du travail qui est fait. Donc, Françoise n'a pas pu être avec nous pour des raisons sanitaires, mais elle est avec nous par le cœur et donc on est très heureux qu'elle soit là. Donc, deux mots. Vous savez que les maladies rares se sont structurées, en tout cas pour leur prise en charge, depuis 2014 sous la forme de filières. Donc, il y a 23 filières de maladies rares en France, filières maladies osseuses, maladies rénales, cardiaques, etc. Et donc, nous faisons partie de la filière neuromusculaire. En fait, dans ces filières, il y a des centres de maladies rares. Et donc, pour la mitochondrie, il y a 16 centres maladies rares qui sont répartis sur le territoire français, avec 2 centres coordonnateurs qui sont l'un à Nice, qui est dirigé par le professeur Véronique Patis, et l'autre à Necker, dont nous faisons partie. Alors, les présentations qui vont être faites successivement par Agnès Rothig, qui va vous dire comment fonctionne une mitochondrie en 4 minutes, puis par Arnold, qui va vous dire ce qui se passe quand une mitochondrie ne fonctionne pas, et puis par Julia, qui va vous dire comment est-ce qu'on fait le diagnostic d'une maladie qui ne fonctionne pas. Et donc, Françoise terminera en nous donnant l'avis des patients de notre chère association, l'AMI. Donc, Agnès, à toi la parole. Merci Jean-Paul. Alors, les mitochondries, je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est, mais je vais essayer de faire un petit rappel assez court. Ce sont des éléments de la cellule qu'on appelle aussi des organelles ou des organites. Et dans ces mitochondries, il se passe 2 choses centrales. Il se passe en fait plein de choses et 2 choses centrales pour nous dans le domaine des maladies mitochondriales.
c'est la consommation d'oxygène, donc la respiration au niveau cellulaire, et la synthèse d'énergie sous forme d'une molécule qu'on appelle l'ATP, qui va libérer de l'énergie dans plein de réactions. Et donc, en fait, la mitochondrie, c'est un peu une centrale énergétique de la cellule. Donc ça, c'est un schéma très, très simple. Il se passe aussi beaucoup d'autres choses, mais qui n'ont pas forcément un lien avec ce qu'on appellera les maladies mitochondriales. Mais pour ce qui est de la partie bioénergétique, donc production d'énergie, c'est vraiment la chose centrale qui ne marche pas dans les maladies mitochondriales. Donc ces mitochondries, elles sont très particulières parce qu'elles sont effectivement dans la cellule. Elles sont composées de plusieurs protéines qui sont codées par des gènes nucléaires, mais elles ont aussi un petit ADN, et c'est le seul élément intracellulaire qui a son propre ADN. Et ce petit ADN, il va coder pour quelques protéines de la mitochondrie, mais quelques très rares protéines, puisque sur les plus de 1000 ou 1500 protéines différentes dans la mitochondrie, seulement 13 sont codées par l'ADN mitochondrial. Donc 13, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est absolument central. Et cette origine génétique, cette double origine génétique des mitochondries, donc l'existence de l'ADN mitochondrial, elle suggère, et c'est une hypothèse qui a été posée il y a très très longtemps, que la mitochondrie en fait résulte d'une fusion entre deux cellules, une cellule qui avait un pouvoir pour générer de l'énergie, qui est devenue la mitochondrie, et puis une autre cellule qui avait plein d'autres choses, et ces deux cellules auraient fusionné, et puis progressivement tout le matériel génétique de la mitochondrie aurait été envoyé dans le noyau de la cellule hôte, sauf une petite partie qui permet de synthétiser quelques protéines clés de la chaîne respiratoire actuellement, qui est la chaîne respiratoire dans laquelle se fait la production d'énergie, et qui donc sont restées dans la mitochondrie. Donc c'est quelque chose de très très archaïque, mais qui est absolument central. Et c'est quelque chose qui coûte aussi extrêmement cher à la cellule, puisque pour maintenir cette fonction absolument centrale, il faut des centaines et des centaines de gènes nucléaires qui permettent de contrôler cette affaire. Donc, les maladies mitochondriales, vous allez voir, Arnaud va vous en parler un peu plus tard sur le plan clinique, mais elles sont définies par un déficit de cette production d'énergie. Et elles se manifestent de façon extrêmement différente. Et toute cette machinerie, toute la machinerie nécessaire à faire marcher la mitochondrie, la chaîne respiratoire et donc la production d'énergie, nécessite des centaines de protéines différentes. Et évidemment, ceci va expliquer l'extrême hétérogénéité clinique et génétique de ces maladies mitochondriales. Maintenant, dans la mitochondrie, il n'y a pas que sa chaîne respiratoire, il y a aussi beaucoup d'autres choses, mais il y a une définition un peu arbitraire des maladies mitochondriales qui est qu'elles sont définies par l'existence d'un déficit de production d'énergie. Et les autres déficits d'autres protéines, d'autres enzymes dans la mitochondrie sortent du champ des maladies mitochondriales et sont définis par d'autres termes. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les maladies mitochondriales sont des maladies liées à un déficit de la chaîne respiratoire. Maintenant, ces maladies mitochondriales, elles sont causées de façon primaire par un déficit de la chaîne respiratoire, donc de la production d'énergie, mais bien évidemment, elles vont avoir des conséquences en dehors de la mitochondrie, pas que dans la mitochondrie. Et très progressivement, on commence à comprendre maintenant que des déficits qui ont lieu vraiment dans la chaîne respiratoire auront des conséquences en dehors, de plus en plus variées. Enfin, ce n'est pas qu'elles sont de plus en plus variées, mais c'est qu'on commence à décrire des conséquences de plus en plus variées. Et je crois qu'il y a un gros champ encore de recherche à aborder maintenant pour comprendre quelles sont toutes les conséquences, en tout cas arriver à en comprendre une partie parce que c'est extrêmement compliqué. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que là, je vais commencer à rentrer dans des sujets beaucoup trop compliqués et incompréhensibles quand on n'est pas dans le domaine. Et je passe la parole à Arnold qui va vous parler des maladies mitochondriales elles-mêmes. Merci Agnès, merci Jean-Paul. Je suis ravi d'être avec vous parce que vous nous manquez. Ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas pu se rencontrer.
On se tient habituellement des belles réunions de l'AMI dans cet auditorium. On se trouve un peu seul aujourd'hui, mais on se sent tout proche de vous. Moi, je suis pédiatre, j'accompagne les enfants et les familles depuis 25 ou 30 ans avec ces problèmes de maladie mitochondriale. Ça concerne tous les âges de la vie, du fœtus jusqu'à la personne âgée, en passant par le nouveau-né, l'enfant, l'adolescent, l'adulte. C'est pourquoi notre centre de référence s'appelle maladie mitochondriale de l'enfant à l'adulte. On devrait dire du fœtus à l'adulte. C'est un peu le journal de Tintin des maladies rares. C'est de 7 ans ou 77 ans, on disait. Nous, c'est de moins 7, 9 mois jusqu'à 95 ans. Par conséquent, on couvre la totalité de la durée de vie du sujet. Ce qui est caractéristique de ces maladies, très brièvement, c'est 2 caractéristiques. C'est l'association de signes neurologiques musculaires et souvent extra-neuromusculaires. C'est pour ça qu'on est dans la filière neuromusculaire Philnémus, comme l'a dit très justement Jean-Paul. Donc, une association de symptômes neurologiques, musculaires et extra-neuromusculaires. Et puis l'autre caractéristique commune à toutes ces maladies, c'est leur évolutivité. Elles ne vont pas rester, tranquilles. Elles vont évoluer tantôt très vite, tantôt très très lentement, sur des années ou des dizaines d'années. Et au moment où on voit un patient, on ne sait pas du tout quelle est son espérance de vie. Il y a trop de paroles malheureuses qui sont prononcées au moment de l'annonce du diagnostic. En réalité, l'espérance de vie a considérablement changé depuis une génération. Par conséquent, certes, la deuxième caractéristique, c'est l'évolutivité, mais elle peut s'étaler sur des dizaines d'années, sur une vie entière. Alors, comment on évoque ce diagnostic et comment on le confirme? On l'évoque, en fait, sur 3 critères. On en a abandonné un, qui était l'enzymologie. On l'a abandonné. Il y en avait 4. Mais ces biopsies musculaires étaient invasives, douloureuses, elles nécessitaient une hospitalisation. Aujourd'hui, on se passe de la biopsie musculaire et le diagnostic est évoqué sur 3 critères. L'histoire clinique qu'on nous raconte. Deuxièmement, la prise de sang avec le bilan métabolique qu'on fait aux patients, enfants ou adultes. Et troisièmement, et argument extrêmement important, l'imagerie. L'imagerie cérébrale, les IRM. Donc, on évoque le diagnostic, mais pour le confirmer, on a besoin de ma voisine de droite. C'est elle qui va dire oui ou non. Nous, on évoque des possibilités diagnostiques, mais c'est elle qui confirme ou qui infirme. Alors, vous voyez, il faut travailler ensemble. C'est un travail d'équipe avec l'association, avec les associations et entre les disciplines. Ici, à Necker et dans le reste de la France. C'est pourquoi ce centre de référence fonctionne magnifiquement bien grâce à l'association, mais grâce aussi à ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire, les RCP, qui ont lieu le mardi soir à 17h30 et jusqu'à pas d'heure. Et ce jour-là, ce mardi, toutes les semaines que Dieu fait, les collègues de province peuvent par vidéo se brancher. Voyez-vous, ils peuvent vous présenter des dossiers, on peut en discuter ensemble. Alors pourquoi on fait ça? Parce que c'est des maladies compliquées à évoquer, compliquées à confirmer. Donc, il faut une masse critique et aucun centre ne se suffit à lui-même, même nous, qui sommes un gros centre, on ne se suffit pas à nous-mêmes. Par conséquent, on tient beaucoup avec Jean-Paul à ce que ces RCP donnent toute leur chance à chacune d'entre nous, chaque enfant, chaque patient. Donc, le but de ces RCP et le but du centre de référence, c'est de lutter contre la perte de chance. La perte de chance d'avoir un diagnostic précis et tôt pour éviter les récidives, par exemple, dans les maladies génétiques qui peuvent récidiver. Donc, premièrement, lutter contre la perte de chance, c'est ça l'intérêt d'un centre de référence et c'est ça l'intérêt des RCP en vidéo. Deuxièmement, c'est donner accès aux meilleures pratiques et Dieu sait qu'on en voit de toutes les couleurs dans ces maladies mitochondriales, vraiment de toutes les couleurs, qui a un délai d'accès au diagnostic qui est parfois très long, trop long, et qui devrait être moins long si plus de collègues recouraient au RCP par vidéo. Et puis, bien sûr, c'est ce qui compte pour nous, c'est les futurs essais thérapeutiques, qui sont presque là. Donc, le jour où il y aura des thérapeutiques, il faut au moins qu'on ait les diagnostics. Donc, le diagnostic, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour le progrès des thérapeutiques. Mais c'est absolument nécessaire. Le jour où il commence à y avoir des promesses de thérapeutique, il faut qu'on ait au moins le diagnostic de chaque enfant. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Et je passe la parole à celle qui est l'arbitre de touche, qui dit oui, c'est ça ou non, c'est pas ça, qui est Julia. Merci.
vais essayer de vous parler d'un test génétique dans le cadre des maladies mitochondriales. Un test génétique est un test qui nous permet d'étudier l'ADN, bien sûr. Et comme vous le savez, l'ADN, c'est les supports qui nous donnent les informations nécessaires pour produire et faire fonctionner correctement tous les constituants de nos cellules. Et là, on va s'intéresser précisément aux régions de l'ADN qui sont impliquées dans le fonctionnement correct, dans la construction de la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc, cet ADN est organisé en deux compartiments dans la cellule. Un compartiment nucléaire, c'est-à-dire un ADN qui est protégé à l'intérieur du noyau cellulaire. Et cet ADN, nous pouvons l'imaginer comme une bibliothèque où nous avons la moitié des livres, des 20 000 livres qui le composent, qui est hérité de la mère, et l'autre moitié environ qui est hérité du père. Il s'agit, comme je dis, de 20 000 livres que nous appelons gènes, dans notre langage de génétique. Et ensuite, il y a une autre partie d'ADN qui est à l'intérieur des mitochondries. Il s'agit d'un ADN plus petit qui contient environ 37 livres, mais qui sont présents en un grand nombre de copies et qui sont entièrement hérités de nos mères. Donc pour nous, une étude génétique, une étude de l'ADN est une étude qui nous permet la lecture de cet ADN comme s'il était un texte écrit, exactement de la même façon. Donc une étude commence par la discussion en RCP, comme nous l'avons dit, où on décide quels sont les patients pour lesquels l'étude génétique est pertinente. Et commence par un prélèvement sanguin dans la plupart des cas, ou bien par un prélèvement de peau parfois. Et nous, à partir de ces prélèvements, nous allons extraire l'ADN, c'est-à-dire les séparer des autres constituants des cellules. Et ensuite, à travers des manipulations séquentielles, des outils bioinformatiques dédiés, nous faisons une lecture du texte écrit. Une lecture qui se fait par comparaison entre l'ADN de notre patient et un ADN qu'on appelle des références, un ADN des personnes qui ne sont pas atteintes d'une maladie mitochondriale. Donc, nous allons rechercher toutes les différences entre l'ADN de la personne avec une maladie mitochondriale et l'ADN de référence. Nous savons aujourd'hui que nous avons tous plusieurs millions de différences par rapport à cet ADN de référence. Donc, notre question, c'est de comprendre quelles sont les différences dans l'orthographe de ces livres qui empêchent la lecture correcte d'une information écrite de la part de la cellule. Et il y a un grand nombre de différences qui n'ont pas d'impact, qui passent inaperçues, qui ne changent pas les significats du texte écrit, et des différences, par contre, qui modifient le message qui est transmis par un livre, qui empêchent la lecture d'un chapitre, qui ont donc des conséquences au niveau fonctionnel pour la cellule et dans le cadre de maladies mitochondriales, qui ont des conséquences sur le fonctionnement et l'architecture de la chaîne respiratoire mitochondriale. Nous pouvons aujourd'hui soit décider de lire un seul livre, un seul gène, une adresse génétique précise, quand nous avons des signes cliniques très spécifiques qui nous orientent à la lecture de ces chapitres, parce que nous savons que toutes les personnes avec ce type de maladie ont des variations à ces niveaux génétiques. Mais le plus souvent, nous faisons une analyse aujourd'hui simultanée de plusieurs centaines de livres, à la fois dans la bibliothèque nucléaire et dans la bibliothèque mitochondriale, dans un test, dans une analyse génétique qui est plus rapide, plus exhaustive, bien sûr complexe dans l'interprétation. Nous pouvons aussi, pour les patients pour lesquels nous ne trouvons pas de réponse génétique dans cette première étape, proposer des analyses plus exhaustives, des analyses qui sont faites dans le cadre de la recherche, qui nous permet de lire la bibliothèque en entier, et même plus que la bibliothèque, même une partie des archives aujourd'hui. Voilà, ça c'est un peu brièvement le déroulement d'un test génétique. Et nous pouvons passer, je pense, la parole à Françoise. Voilà, donc on évoquera peut-être au moment des questions les débuts des essais thérapeutiques, les méthodes de prévention, mais on ne peut pas tout faire
maintenant. Et donc, j'aimerais beaucoup que Françoise, qui est donc la vice-présidente de l'ANI et qui est donc la porte-parole des patients, nous dise ce qu'elle souhaite nous dire. Bon, merci professeur Bonnefond, merci Jean-Paul, parce que vous êtes tous tellement gentils qu'on a plutôt tendance à vous appeler par vos prénoms. Et voilà, je porte effectivement la parole des familles et des patients qui viennent nous rejoindre, parce que je suis à l'AMI depuis très longtemps, depuis la création. La créatrice, c'était Isabelle Derame qui a fondé l'AMI et préparé sa fondation dès 1996, quand elle a perdu sa fille à l'âge de 10 mois. Et elle a pas baissé les bras. Et sa peine s'est transformée en une volonté. C'était de faire en sorte que plus jamais ça, et d'aller vers les chercheurs. Elle a assis l'association dans un fauteuil Pullman. Elle a su trouver les interlocuteurs. La première des choses qu'elle a faites, c'est le conseil scientifique. Elle est allée évidemment vers le professeur Arnold Munich, qui est notre président du conseil scientifique, Agnès, et nombre de chercheurs qui sont dans notre conseil scientifique, et vous tous à Caramel. Je pense que ça a été colossal. Son travail a été colossal et nous avons suivi tout ce qu'elle nous a enseigné, c'est-à-dire aussi de toujours nous indigner, avancer et donc jamais baisser les bras. Je dirais que porter la parole des malades, c'est pour moi, je me comparerais et je comparais une association avec tout ce qu'on dit sur les associations. De départ, on est tous pareils, c'est faire de l'écoute pour porter la parole, faire aussi de l'écoute et venir avec vous parce que vous nous accueillez remarquablement. Je dois dire qu'on a une chance inouïe d'avoir été accueillis et toujours invités, ce qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses pour pouvoir les transmettre, parce que l'important, c'est qu'une association puisse transmettre à ses adhérents la parole qui est portée et les réponses qui sont données, et aussi tout le travail qui est fait, leur donner confiance et espoir. Parce que moi, j'ai connu l'association, les diagnostics ne se faisaient pas, les maladies mitochondriales étaient à peine connues, et je peux dire que depuis 1998, on a fait des pas de géant, on est passé du Moyen-Âge à l'époque contemporaine. Et contemporaine, je dirais qu'à peine depuis 2004, 2005, le premier plan maladie rare et tous les autres plans, la création des centres de référence, donc Caramel et Calisson, et les centres constitutifs, parce qu'il ne faut pas oublier que les centres constitutifs sont aussi extrêmement importants, parce que c'est un travail de collaboration, comme le disait très justement le professeur Munich, on va dire Arnold. C'est avant tout un travail de collaboration et de promotion. Et les centres de référence, c'est cela, c'est de la communication, et tout le monde apprend, on apprend tous les uns des autres. Alors, une association, c'est le rôle d'une association, moi je le compare beaucoup à un laboureur de terrain, c'est-à-dire que quand on fait du labour, on fait remonter énormément de choses, et ce sont ces choses précisément qui sont très riches, qui sont ce que l'association doit porter et amener aux cliniciens et aux chercheurs qui, eux, ne connaissent pas le quotidien des malades dans cette extrême précision. Et c'est comme ça que nous avons avancé. Nous avons la chance d'avoir une équipe qui nous écoute et qui travaille avec nous. Et ce que j'ai dit, la collaboration est vraiment exceptionnelle, d'une qualité jamais démentie, d'une bienveillance absolue. Et voilà ce que je peux dire. En gros, parce que ce serait si je détaille, je dirais trop de choses, quoi.
Ce que je peux dire, c'est que tout le monde pense que la santé est quelque chose de naturel et les jeunes parents n'imaginent jamais qu'un jour, ils peuvent mettre au monde un enfant qui va être malade. Et donc la santé est un trésor, c'est le premier des biens, c'est une richesse inconnue de celui qui la possède. Et le jour où la maladie arrive, on peut dire que la famille, le malade est en état de sidération lorsque c'est un enfant et qu'il y a une annonce diagnostique, ou comme le disait le professeur Munich, même sur un fœtus, une étude, c'est une sidération, une douleur immense, d'où l'accompagnement aussi et les paroles et les mots pour le dire. Et est-ce qu'il y a des mots pour dire cela et comment le dire? C'est une souffrance infinie qui retentit sans cesse. Et on ne peut pas imaginer, tout comme celui qui naît malade, et nous en connaissons beaucoup, et comme disait Arnold, qui continuent de vivre, ne savent pas ce qu'est la santé. Et quand ils peuvent s'exprimer, on s'en rend compte parce qu'ils sont les premiers à dire, mais j'en vois qui courent, qui font du vélo, qui font plein de choses, et qu'est-ce qu'ils sont courageux. Or, eux s'amusent et font du sport, pendant que le malade donne le meilleur de lui-même sans jamais se plaindre, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la maladie. Et si vous avez remarqué, ces malades se plaignent extrêmement peu, ils sont d'un courage étonnant. Ils sont même, par rapport à la fragilité de la mitochondrie, quelque chose de surprenant, résistant par rapport à tout ce qu'ils traversent. Et ça, ce sont des questions que l'on peut se poser aussi au niveau de la recherche. Comment sont-ils aussi fragiles par leur déficit énergétique, comme l'exprimait Agnès très simplement, et alors que c'est extrêmement complexe, et sur tous les organes, sur l'ensemble ça retentit sur l'ensemble de leur organisme. Et comment sont-ils aussi résistants? Ça, je pense qu'on peut se poser cette question, et beaucoup de familles y réfléchissent et se la posent aussi. Ça peut être un axe de réflexion. Voilà. Et que vous dire de plus, parce que c'est difficile vous êtes de grands orateurs, moi non. C'est difficile de parler après vous. Voilà, ce que je souhaite dire, c'est donc l'intérêt des centres de référence, de notre centre Caramel, qui est remarquable, avec des personnes qui ne comptent jamais leur temps et qui répondent à toutes les questions qu'on peut leur poser. Que Imagine, ça a été un plus, et c'est né d'une volonté déchaînée de certains, et heureusement qu'il y a des personnes qui sont dans cette dynamique de ne jamais dire que quelque chose ne peut pas se produire, et de garder l'espoir avant tout. Et je dirais, Imagine, c'est confiance et espoir. Et voilà, il faut continuer à s'indigner toujours de tout ce qui manque pour apporter la thérapie au lit du malade, comme disait, je ne peux pas le citer, Stéphane Hessel, ou d'autres philosophes qui ont travaillé là-dessus, et qui disaient qu'il ne suffit pas de vouloir, on ne peut pas citer Yankelevitch, il ne suffit pas de vouloir, il faut vouloir, sachant que chaque vouloir est quelque chose d'extrêmement important par rapport au précédent. Voilà. C'est ce que j'ai vu dans Imagine, c'est ce que j'ai vu dans Caramel, et c'est ce que l'association aussi continue de porter et de croire. Et comme on dit, c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était infaisable ou irréalisable qu'ils l'ont fait. Il faut rester dans cette dynamique, sachant quand même que Imagine rassemble 25 centres de référence. Alors, je ne vais pas vous citer des plateformes et laboratoires, vous le savez tous mieux que moi, et c'est en ligne. Mais c'est d'un intérêt capital, parce que nos maladies sont tellement complexes, et nombre de maladies génétiques sont très complexes, c'est que ces centres communiquent entre eux, ils sont réunis sur une même plateforme,
Et c'est extrêmement important parce que ça donne cette pluridisciplinarité est capitale pour mieux comprendre les pathologies, pour mieux accompagner les malades, pour aller vers des services ultra spécialisés accompagnés par les cliniciens de l'hôpital Necker, sur lequel s'appuie Imagine et travaille en collaboration. Voilà, c'est extrêmement important. Alors, comme on ne peut rien faire sans le nerf de la guerre qui est l'argent, je vais vous citer un de nos grands philosophes et penseurs qui va donner, j'espère, à beaucoup de personnes qui écoutent et qui sont présentes, la volonté d'aider l'Institut Imagine, parce que l'Institut Imagine vit aussi de la fondation et a besoin de fonds pour avancer. Alors, c'est une chose bien précieuse que la santé. Il va falloir conclure, hein, Françoise. Il va falloir conclure, on n'a plus beaucoup de temps là. Qu'on puisse peut-être passer aux questions. Juste une seconde, ça, et puis je termine. Alors, c'est une chose précieuse que la santé, la seule qui mérite à la vérité qu'on y emploie non seulement le temps, la sueur, la peine, les biens, mais encore que l'on passe sa vie à la rechercher parce que sans elle, la vie devient pénible, affligeante. C'est Montaigne dans les Essais en 1580 qui écrivait cela. Alors, voilà, sans la santé, on n'a rien et il faut y mettre tous ses biens parce que c'est le plus grand des biens. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on va passer aux questions. On a une première question de Christelle qui demande: peut-on corriger l'ADN du génome des mitochondries? Alors, je vais répondre. En fait, on ne sait pas faire ça pour le moment. La difficulté, autant on peut corriger en partie l'ADN du noyau, dans la mitochondrie, c'est impossible parce que pour le moment, on ne sait pas comment faire entrer l'ADN externe dans la mitochondrie. On peut le faire chez des micro-organismes comme la levure. On fait un bombardement avec des petites particules d'or recouvertes d'ADN. Ça marche. Mais dans des cellules de mammifères, par exemple, on ne peut pas le faire, et encore moins au niveau d'un organisme entier. Donc ça, on ne sait pas faire. Et on commence à essayer de le faire avec une technique des thalènes, oui, je crois. Oui, il y a quelques essais qui ont été faits, mais c'est encore les balbutiements, et c'est absolument pas applicable pour le domaine des maladies mitochondriales. On a une autre question de Lola. Est-ce qu'il y a des symptômes qui ne se retrouvent que dans les maladies mitochondriales? Je pense qu'aucun symptôme n'est spécifique, ni pour les maladies mitochondriales, ni pour aucune maladie rare ou fréquente. Je ne pense pas qu'on puisse avoir des symptômes spécifiques. Ce qui est assez spécifique, c'est l'association des symptômes. Ce qu'a dit tout à l'heure Julia, elle a pris un très bon exemple. Il y a un certain nombre de maladies mitochondriales qui donnent spécifiquement, non pas un symptôme, mais une association de symptômes. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de symptômes spécifiques, mais il y a des associations de symptômes qu'on appelle des syndromes, qui, eux, sont pas loin d'être spécifiques. Voilà. Une autre question d'Anna. Est-ce que l'ADN, entre guillemets, classique est responsable de ces maladies ou est-ce que c'est l'ADN mitochondrial? Oui, les deux ADN peuvent être responsables de ces maladies. Il y a environ 400 gènes, mais probablement beaucoup plus, qui sont dans l'ADN qu'Anna appelle classique, l'ADN du noyau cellulaire, l'ADN nucléaire. Et des variations dans ces gènes peuvent induire un dysfonctionnement de la chaîne respiratoire et donner des maladies mitochondriales. En plus que des variations dans les gènes qui sont présentes dans l'ADN mitochondrial lui-même. Donc, oui, les deux ADN contribuent au fonctionnement de la chaîne respiratoire. Et justement, en lien avec la chaîne respiratoire, on avait une question sur est-ce que c'est lié à la respiration classique? Est-ce que les cellules respirent?
peut-être pas très clair Oui, pour les certains. cellules, elles ne respirent pas, ce n'est pas un poumon, on n'a pas un poumon dans la cellule, mais c'est la respiration au niveau moléculaire, c'est-à-dire la consommation d'oxygène qui se fait et qui va produire de l'eau, donc c'est vraiment la réaction chimique de base de consommation d'oxygène qui se passe au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale. Et on peut dire en fait que si on respire, c'est en partie pour faire fonctionner notre chaîne respiratoire. C'est pour ça qu'on respire. Du coup, on a une autre question de l'association Manon Cœur de Lion qui demande « À ce jour, le repositionnement de certains médicaments a-t-il donné des résultats de traitement encourageants ?» Alors, pour le moment, pas vraiment. Il y a il y a quelques projets de recherche en France et à l'étranger qui visent à tester des molécules déjà existantes sur différents modèles cellulaires, que ce soit des modèles de cellules humaines, des modèles de levures, par exemple, qui miment des déficits de la chaîne respiratoire, ou des modèles de souris, par exemple. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de résultats si fantastiques qu'on puisse passer à un essai clinique avec des bons résultats. Il y a quelques trucs, mais ce n'est pas flagrant. Le problème souvent dans ces maladies, c'est que c'est tellement hétérogène et c'est tellement central, la fonction de la mitochondrie, qu'on ne connaît pas bien toutes les conséquences de ces déficits. D'abord, on ne connaît pas toujours l'origine génétique, et même quand on connaît l'origine génétique, on ne sait pas quelles vont être toutes les conséquences à quoi vont conduire toutes ces mutations, tous ces déficits. Donc, il faudra d'abord avoir un premier travail de compréhension pour ensuite pouvoir arriver à trouver des pistes thérapeutiques. Donc, les tests de molécules déjà existantes, c'est des études qui sont faites un peu en aveugle, en vrac, on va tester plein de choses. Ça peut marcher quelquefois, ça a marché pour d'autres maladies génétiques, mais pour le moment, ça n'a pas bien marché pour les maladies mitochondriales. En revanche, l'autre approche qui consiste à partir du déficit et à bien comprendre quelles sont les conséquences peut aboutir à tester des molécules qui existent déjà ou qui n'existent pas. Et c'est ce qu'on a fait dans un type de maladie mitochondriale, qui est l'ataxie de Drache, qui est une maladie relativement fréquente. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 200 à 300 malades qui sont suivis à Necker par Arnaud Munich depuis plusieurs années. Et là, on a bien compris une partie, en tout cas, des conséquences du déficit de qui est l'origine de la maladie, qui est une mutation du gène de la frataxine, et ça nous permet d'envisager un essai thérapeutique qui va se mettre en place assez rapidement. Ça ne veut pas dire que ça marchera, parce qu'on n'a sûrement qu'une vue parcellaire des conséquences du déficit, mais on a un raisonnement scientifique qui a permis de décortiquer le mécanisme de la maladie, ou en tout cas un des mécanismes de la maladie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'intriquent les unes avec les autres, et de proposer une piste thérapeutique. Dans les essais préliminaires, vous avez quand même eu une réussite non négligeable, me semble-t-il, sur l'atteinte cardiaque de la tachyphydrache. Arnold, tu peux commenter? Oui, j'aime beaucoup la question de notre auditeur ou auditrice, parce que ça a permis à Agnès de clarifier les choses. Qu'est-ce que c'est le repositionnement? Pour dire ce que ça veut dire au juste, c'est prendre un médicament dont on connaît l'application pour une autre maladie et lui appliquer une nouvelle indication dans les maladies rares. Donc, ça peut se faire, ce repositionnement de médicaments existants, il peut se faire de manière aléatoire, comme l'a dit Agnès, mais là où ça marche vraiment bien, c'est lorsqu'on comprend le mécanisme intime et qu'on trouve le médicament qui devrait pouvoir le corriger. Alors, c'est la même chose qui a conduit à 2 premiers essais cliniques, tu as raison Jean-Paul, dans les 20 dernières années. D'abord, les premiers essais d'antioxydants dans la tachyphydrache, puis les essais de chélateurs du fer dans cette même maladie. Et tout ça, comme le dit très justement Agnès, découle d'une compréhension du mécanisme. Donc, le screening à l'aveugle, à haut débit de milliers de molécules, n'a pas fait la preuve de son efficacité spectaculaire. Par contre, partir, comme on l'a vu dans le Friedreich, d'une compréhension intime du mécanisme et chercher sur les rayonnages des pharmaciens ce qui peut éventuellement être testé, ça
c'est une piste très intéressante. C'est l'occasion de rappeler quand même que pour comprendre, pour soigner, il faut vraiment bien comprendre. Et comprendre, c'est-à-dire faire beaucoup de biologie. Et vous voyez le pipeline du CRMR, du Centre de référence Caramel, c'est qu'il ne finit pas sur un cul-de-sac. Comme l'a dit Julia, quand on ne comprend pas, quand on ne sait pas, ça passe dans l'équipe de recherche d'Agnès. Donc, on est un pipeline. On rentre par la porte de l'Institut Imagine et on sort victorieusement, on l'espère, du centre de recherche et du laboratoire de recherche avec au moins une explication et, dans l'avenir, sans doute, des traitements. En vous écoutant, je voulais ajouter une chose. Il faut rendre hommage aux gens qui ont fait des greffes d'organes dans les maladies mitochondriales, parce que ça, c'est extraordinaire. On a pu appliquer la transplantation d'organes à plusieurs maladies mitochondriales. Je pense à des enfants et des adultes qui ont eu des greffes de foie, des greffes de cœur. Donc, on a aussi une panoplie assez large de ressources, et dans les atteintes d'organes très dominantes, cœur, foie, rein, il nous arrive de faire des transplantations d'organes. On a même une histoire mémorable à l'AMI, j'y pense parce qu'elle vient d'être publiée, d'une jeune fille qui avait une maladie mitochondriale, qui a eu la force d'avoir un bébé, qui a été enceinte, et pendant la grossesse, elle a guéri complètement. Elle a été guérie par le placenta du bébé qu'elle portait. Elle a donné naissance à un enfant qui va bien, qui non seulement va bien, mais qui a soigné sa mère pendant la durée de la grossesse. Ça nous donne une piste absolument spectaculaire qui dit qu'il faudrait faire dans cette maladie mitochondriale qu'on appelle Mengele, il faudrait faire des greffes de moelle ou peut-être de la thérapie génique autologue. Donc tout ça, c'est des idées qu'on a eues grâce à ces rencontres qu'organisait Françoise. C'est les patients qui nous apportent des observations spectaculaires qui guident la recherche. Juste un complément, puisqu'on en est au traitement. On a, les dernières années, parlé beaucoup de thérapie génique des maladies. Ça commence à marcher pour une maladie mitochondriale particulière qui s'appelle la neuropathie optique de Leber, qui est une maladie qui aboutit à une cécité jusque-là incurable. Et il y a un essai qui est en cours et qui consiste à injecter un ADN mitochondrial normal et qui semble entraîner une amélioration sur presque la moitié des patients qui sont testés. Donc ça, pour les maladies mitochondriales où un seul organe est atteint, on peut cibler assez facilement. Eh bien, je pense que peut-être que la thérapie génique va être une des solutions. Est-ce que je peux revenir là-dessus? Parce que tout à l'heure, on a dit qu'on ne pouvait pas aller corriger l'ADN mitochondrial. L'approche dont parle Jean-Paul est effectivement pour aller réparer l'ADN mitochondrial, ce qui n'est pas possible. Et là, en fait, il y a tout un subterfuge technologique qui permet non pas d'aller corriger l'ADN mitochondrial, mais de remplacer le gène mitochondrial qui ne marche pas par un gène qui va s'exprimer dans le noyau. Donc, c'est hyper compliqué, c'est très, très long. Il y a eu des dizaines d'années de recherche pour arriver à ça, mais c'est une façon de contourner le problème d'accès réel. Donc, on avait pas mal de questions effectivement sur l'avenir thérapeutique, la thérapie génique, auxquelles vous venez un peu de répondre. Donc on va poser, comme il nous reste peu de temps, peut-être les 2-3 dernières questions qui sont posées. Que pensez-vous de l'étude récente qui a démontré que l'ADN mitochondrial pouvait être hérité du père? Est-ce que cela remet en cause la transmission uniquement maternelle? Alors, c'est un papier qui est sorti il y a quelques mois, qui est extrêmement bien démonstratif, extrêmement intéressant. Et j'ai vu un autre article d'une autre équipe qui a repris ce travail et qui démontre, je ne me souviens plus des détails, mais si je me souviens bien, il montre que il y a un biais dans l'étude qui fait que ça ne tient pas la route, en fait. D'accord. Autre question de l'association Manon Cœur de Lion. Est-ce que le jour où une molécule sera trouvée pour soigner une maladie mitochondriale, cette dernière pourra être déclinée pour en soigner d'autres, ou bien le mécanisme n'est pas du tout celui-ci?
on n'en sait rien pour le moment. Ça m'étonnerait qu'il y ait un même mécanisme qui se mette en route pour toutes les maladies mitochondriales. On s'est intéressé, je reprends ce qu'on a fait sur la taxide Friedreich, qui est une protéine qui a une fonction très spécifique dans la mitochondrie, mais dont le déficit aboutit à un défaut de la chaîne respiratoire. Il y a maintenant, on connaît 300 causes du déficit de la chaîne respiratoire. Elles passent pour une grande partie par des voies différentes. Donc, il y a très, très, très peu de chances qu'une même molécule puisse constituer une thérapie pour toutes, en tout cas même pas plusieurs maladies mitochondriales. Ça risque d'être très, très, très... ça risque d'être de la dentelle pour chaque déficit, chaque molécule. Mais est-ce que, Agnès, on ne peut pas là rebondir sur la question en mentionnant les travaux de Betty Rutzenant, chercheur qui vient d'être recrutée dans ton unité, qui a une approche de thérapie génique fondée non pas sur les conséquences, mais sur la cause, et dont l'idée est de remplacer non pas le gène pour une maladie, mais pour plusieurs maladies qui participent d'un même mécanisme. Donc, il faut aussi envisager, je crois, dans l'avenir, médecine pour contrôle, des thérapies géniques qui s'adresseraient non pas à un gène spécifique, mais à une voie métabolique, à un pathway spécifique. Oui. Alors, en fait, ce à quoi Arnold pense, c'est à corriger des déficits dus à des mutations de maintien de l'ADN mitochondrial. Donc, c'est un peu compliqué, mais l'ADN mitochondrial, il est dans la mitochondrie, il est isolé des gènes nucléaires, mais bien évidemment, il ne fonctionne pas comme ça de façon anarchique. Il y a tout un contrôle de son fonctionnement par des protéines qui sont codées par des gènes nucléaires. Et donc, ce qu'on aurait voulu faire, c'est arriver à contourner ces déficits, non pas en faisant de la thérapie génique de chacun des gènes nucléaires qui contrôlent l'ADN mitochondrial, mais de travailler sur la conséquence qui est de réparer en fait le déficit, l'anomalie, la conséquence de ces mutations. Et en fait, pour le moment, on n'arrive pas à le faire parce qu'il faut encore une fois exprimer des gènes mitochondriaux en dehors de la mitochondrie. Et là, c'est extrêmement difficile. On a beaucoup de mal à faire ça. Mais si on arrivait à le faire, on pourrait, avec une seule manip, corriger plusieurs maladies dues à des défauts de maintien de l'ADN mitochondrial. On a beaucoup de contraintes techniques du fait que les choses se passent dans la mitochondrie, qui est un petit organite à l'intérieur de la cellule, avec deux membranes extrêmement filtrantes et qui empêchent d'aller bidouiller dedans. Merci beaucoup. Les deux dernières questions. Est-ce qu'un défaut d'hypusine peut être considéré comme un symptôme ou une maladie mitochondriale? Un défaut de hypusine, Hypusine. Non, ça ne fait pas partie des maladies mitochondriales, ça. Et enfin, est-ce que le vaccin contre le Covid est-il compatible avec les maladies mitochondriales? Non seulement il est compatible, mais il est recommandé. Si on vous le propose, il faut l'accepter. Je ne connais pratiquement pas de maladie génétique, orpheline ou pas, qui contre-indique la vaccination. Au contraire. Donc, j'encourage celles et ceux qui nous écoutent à ne pas faire la fine bouche, et quand on propose une vaccination aujourd'hui, il faut proposer ce qu'on vous offre, AstraZeneca ou les autres. Donc, ces enfants et ces adultes doivent être vaccinés. Et avec le vaccin qui est le plus rapidement disponible. Je voudrais peut-être à ce sujet vous dire que ces questions peuvent nous être posées, même après la fin de la séance. Et je voudrais que Jean-Paul dise un mot, peut-être des personnes qui ne sont pas là, qui sont la personne qui a remplacé Marie-Hélène Rio et notre collègue ami, le professeur Benoît Funalo, pour les maladies mitochondriales de l'adulte. Est-ce que tu pourrais nous les présenter? En fait, je voulais citer trois personnes. Je voulais citer effectivement pour la médecine d'adulte
le professeur Benoît Funalo, qui est chef du service de génétique à l'hôpital Henri Mondor, qui participe toutes les semaines à nos réunions de concertation pluridisciplinaire et qui nous amène beaucoup, puisque vous savez que nous sommes un hôpital pédiatrique et donc que nous sommes moins compétents en matière de médecine d'adulte. Et donc, son expertise est véritablement très précieuse. Je voudrais parler deuxièmement du professeur Julie Stéphane, qui est une experte mondiale en termes de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire des maladies mitochondriales, et qui n'était pas là aujourd'hui, et qui sera là tout à l'heure pour vous parler des tests génétiques. Et enfin, d'une nouvelle recrue, qui est le docteur Alessandra Penzi, qui est une jeune Italienne qui nous a rejoint l'année dernière, et qui a la charge avec Arnold et un petit peu avec moi de la prise en charge des patients, et ce qu'elle fait avec beaucoup de compétences et de motivation. Et en tout cas, je remercie tous les spectateurs de leur attention, et encore une fois, n'hésitez pas par le biais de mail ou autre à nous solliciter, on sera très heureux d'essayer de vous répondre. Alors, merci à vous pour cette conférence. Je me permets de rebondir sur ce que dit M. Bonnefond. Vous pouvez aussi nous écrire sur nos réseaux sociaux. On se charge de faire le lien avec les différents interlocuteurs pour répondre à vos questions à la mesure de possible. Merci à vous d'avoir assisté à cette conférence. Merci à nos intervenants. On va passer ensuite, dans 10 minutes, à la prochaine conférence sur la maladie des os. Donc, je vous invite à rester si le sujet vous intéresse. Et pour les autres, je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end. Merci. Merci.